Voilà. Bonsoir Montpellier. Alors, merci à vous d'être là. Merci à ceux qui reviennent parce que ça vous a plu la dernière fois. Merci à ceux qui viennent parce qu'ils ont vu une vidéo. Et surtout, merci à ceux qui ne savent pas qui je suis et qui sont là quand même. Oui, je parle pour vous. Donc ce soir, c'est une conférence. Alors, c'est une conférence. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait une conférence. C'est-à-dire que je parle beaucoup, d'accord? Je suis bavard, ok? Donc c'est moi qui vais surtout avoir le crachoir dans les mains. C'est moi qui vais beaucoup parler, mais je veux ce moment très interactif. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous pour aller travailler mon concept. Alors, je mets des titres depuis le mois de janvier ou février qu'on a commencé. Je mets des titres sur les conférences que l'on fait parce que c'est des titres, c'est des mots qui parlent, c'est des vibrations qu'on envoie. Ça va me permettre, moi, d'un mois sur l'autre, d'aller bosser un truc où pendant tout un mois, je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Et c'est là où ça s'élabore et finalement, je vais faire le travail, moi, sur moi, pour savoir ce que je vais vous raconter. Puis ensuite, quand on est là, eh bien, de la même façon, on va faire le travail les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire va poser chez vous des interrogations. Et ces interrogations, vous allez dire « Ouais, mais moi, alors comment ça se passe, machin ?» Et puis, je vais aller regarder chez vous comment ça se passe. Alors, qu'est-ce que je regarde? De façon assez prétentieuse, je ne regarde que moi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de regarder une réalité objective du monde, nous n'avons qu'une réalité subjective. C'est-à-dire que ce plan de travail, cette chaise, soit en bois, qu'elle fasse tant de centimètres, au fond, vous et moi, tout le monde s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si vous êtes bien assis dessus, si elle vous plaît, si elle va bien dans le mobilier que vous avez choisi. Et ça, c'est très subjectif, et c'est pour ça que, quand on va chez les gens, hein, des fois, c'est moche. Et je pense à mes parents en particulier. On a tous les mêmes trucs. Et donc, c'est ce subjectif de la vie, finalement, qu'on est toujours en train de projeter sur les autres. C'est-à-dire que vous pensez de moi, là, tout de suite, au début de cette conférence, va peut-être se modifier. Alors vous allez d'abord penser que je suis un mec sympa, sinon vous ne seriez pas venu, salut à toi. Et puis peut-être que je vais dire 2-3 trucs, je sais. Je vais dire 2-3 trucs qui ne vont pas vous plaire, et je serai toujours le même mec qu'avant, sauf que vous aurez changé de point de vue. Et donc c'est là où on voit que la subjectivité est la chose la plus importante. Et qu'il n'y a que là-dessus qu'on travaille, d'accord? Il n'y a que là-dessus qu'on regarde le monde. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais nous le voyons tel que nous sommes. Alors quand nos projections sont positives, et qu'on rencontre des gens, on dit « Waouh, c'est génial, je t'aime bien, tu m'aimes bien, on s'aime bien, il n'y a pas de hasard. » Et puis quand tout d'un coup, l'autre nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, d'un coup on le déteste, et puis on dit « Ah bah c'est vraiment un connard. » C'est pourtant le même mec qu'avant, la même nana, sauf que le point de vue qu'on a, parce que d'un coup, il a provoqué chez nous des émotions, d'un coup ce sentiment que l'on ressent fait changer le point de vue qu'on a sur la personne, alors qu'au fond, on n'a jamais su qui il était. Puisque la personne que l'on voit, eh ben, on ne la voit pas. On ne voit que ce qu'on pense d'elle, on lui prête des intentions, et ce sont avec ces intentions-là qu'on va créer notre petit monde de merde. Ou pas. Mais la plupart du temps, on crée un monde de merde. On crée un monde de merde parce que la conférence ce soir, elle a deux titres qui sont juxtaposés l'un sur l'autre, qui s'appellent Perception et Illusion. Alors j'ai commencé par l'illusion, c'est-à-dire celle de croire qu'on sait qui est l'autre, ou de croire que l'on sait ce que c'est que le monde, alors que l'on regarde que son propre monde. Et donc on est dans des perceptions ou des illusions, en fonction de si on est capable, dans une perception, c'est quand on est capable de voir deux choses à la fois. Alors voir deux choses à la fois dans perception et illusion, c'est ça. Qu'est-ce que vous voyez? Une pièce? D'accord. Alors que pour de vrai, ce que vous voyez, c'est le côté face. D'accord, mais vous êtes capable d'extrapoler et de savoir que vous voyez une pièce et qu'une pièce a deux faces. Eh bien, c'est exactement pareil. Dans la vie, quand on regarde des choses, on peut percevoir uniquement un seul côté des choses, ou alors percevoir les deux. Quand on arrive à percevoir les deux côtés, savoir que parfois c'est bon et mauvais, douloureux et agréable, vrai et faux, d'un coup on est capable de voir et d'avoir une vraie perception. Si on n'est pas capable de le voir, on est en illusion et on croit que ce qu'on voit c'est le côté face. Pour pouvoir imaginer qu'il y a un côté pile, je vais retourner, pardon. Pour imaginer qu'il y a un côté pile, il faut être capable d'extrapolation. Alors on est capable de le faire avec une pièce,
On est rarement capable de pouvoir le faire dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le deuxième titre, c'est culpabilité ou responsabilité. Alors, quand les émotions nous touchent, et parfois elles nous touchent violemment, on rentre dans une perception qui est illusoire, et donc c'est pour ça que c'est une illusion. Et cette illusion, elle est de croire que le méchant, il est à l'extérieur et que c'est moi le gentil. Et là, je ne veux plus voir qu'une seule face. Parce que je ne veux plus voir qu'une seule face, d'un coup, j'ai divisé mon monde entre moi et les autres. Et la plupart du temps, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir le bon rôle. Parce que sinon, c'est pas drôle. D'accord? Alors, on s'invente des expériences de vie dans lesquelles les autres sont les grands méchants. Et on s'en sort quand même. Ou alors, on n'a pas de chance. Ou alors on a tout essayé puis ça marche pas. Enfin moi j'aime bien faire ça, par exemple. Voilà. La conférence est finie, merci de venir. Non, je déconne. Non, ça vient juste de commencer pour de vrai. Alors, juste ça c'était le petit mot d'entrée. Je travaille, je suis thérapeute, je travaille sur, justement sur la clairvoyance. Hein. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer comment ça marche. C'est-à-dire que je me regarde moi pour pouvoir regarder le monde. Et quand on regarde derrière la forme, on voit ce qui peut se cacher. Ce qui se cache derrière, quand je vous le donne, normalement, vous ne pouvez pas être contre, puisque ce que je vous donne, c'est une vibration. Ce qu'on appelle une vibration, c'est une émotion. Vous pouvez être pas d'accord avec la forme, je peux très bien ne pas être tout à fait dessus. Mais l'émotion que vous allez ressentir, elle va être juste. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, hein, sur la culpabilité et la responsabilité, par exemple, pour la perception et l'illusion, est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge dans ce que je viens de vous dire? Moi aussi, je me questionne sur le fait qu'il y a des fois des personnes qui peuvent faire des choses très très méchantes. Ouais. Et du coup, du coup, c'est compliqué de se sentir responsable. Je parle vraiment de cas extrêmes et Non, mais ouais. Donc il y a des gens, je reprends fort pour l'enregistrement, il y a des gens qui peuvent faire des choses très très méchantes. De vraiment inadmissible. Non, inadmissible. Ah ouais. Et toi la dernière fois que tu as fait quelque chose de très très méchant, c'était quand? Non mais tu te rappelles? Ça dépend comment tu l'évalues en fait. Ouais, c'est ça. Mais alors si tu veux, par exemple, j'ai un exemple pour toi qui est tout près, je l'ai vu hier pour toi. Je tombe sur Facebook, sur une nana, c'est écrit en majuscule, toutes les lettres sont écrites en majuscule, avec le prochain qui poste sur mon mur des animaux qui se font mutiler atrocement, je le blacklist. Et en dessous donc il y a une vidéo avec un chien qui se fait brûler. Et je lui dis, mais putain, bordel de merde, comment tu fais pour pas voir que tu es en train de faire exactement ce que tu dénonces? Tu comprends comment on fait? Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens qui font des choses qui sont absolument inadmissibles, et il y en a, hein, et parfois c'est ignoble, d'accord? Comment tu fais pour récupérer ta responsabilité? Qu'est-ce que tu foutais là? Mais tu as voulu aider en fait, tu as voulu accompagner, tu as voulu le faire évoluer, tu as voulu... Pourquoi faire? En sorte que... Ouais, mais pourquoi faire? Pourquoi faire pour que ça aille mieux? Ouais. Tu as été dans l'empathie, tu as voulu... Ouais, je pense que c'est une question d'empathie peut-être. Voilà. Ouais. Alors, tu as été dans la bienveillance parce et que au là, final tu te retrouves dans une situation souffrante alors qu'en fait... Parce que tu as voulu jouer au sauveur. Voilà, exactement. Et c'est ça ta responsabilité. Eh ben, le sauveur, c'est le triangle infernal, hein. Sauveur, bourreau, victime. Quand tu rentres par la porte que tu appelles positive, j'ai la même, hein, d'accord, hein, on parle pas de toi. Je parle que de moi, d'accord? Toujours. Tu rentres par la porte positive qui est celle du sauveur. Tu veux aider l'autre. Mais pourquoi veux-tu aider l'autre? Parce que tu as besoin d'aide, d'accord? Qu'est-ce que tu voudrais? Comment veux-tu rencontrer quelqu'un avec lequel tu veux vivre un truc sympa si au départ déjà il a besoin d'aide? S'il a besoin de toi, c'est qu'il est malheureux. S'il est malheureux, c'est parce qu'il a besoin d'être malheureux. Donc toi, tu essaies de le sortir du ruisseau, et puis l'autre, tu te ramènes dans le ruisseau. Tu dis, mais on sort, machin. Mais c'est parce que tu veux le regarder de façon positive. Il est venu te montrer de t'occuper de toi. Il est venu te montrer que comme tu peux t'occuper de personne d'autre, parce que tu peux sauver personne, si tu t'occupes de toi, quand toi, tu seras heureuse d'être toi, bah tu rencontreras des gens.
des gens qui sont heureux d'être eux, d'accord? Parce que vibratoirement, on va attirer à nous ce qu'on a besoin de vivre, d'accord? Et c'est pas bien ou mal. Dans toutes mes vidéos, je pose le mot pervers narcissique parce que j'aime bien le truc, d'accord? Parce que je sais que c'est un truc qui est vachement à la mode. Le pervers narcissique, il va nous montrer nos perversions, d'accord? Il va nous montrer nos perversions, c'est-à-dire à quel point on se hait pour rester 5 ans avec. On se hait, à quel point on se hait pour renoncer à soi pendant 5 ans. Déjà que je sais pas si le son il est bon, alors c'est un plus. Vas-y, dis-moi. Ça peut pas être à quel point on aime l'autre personne pour rester 5 ans avec. Alors, tu sais, je vais te dire un truc. Tu ne peux aimer l'autre qu'à la hauteur à laquelle tu t'aimes. C'était marqué dans la Bible. Il disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut comprendre cette phrase comme tu ne pourras jamais aimer l'autre plus que tu t'aimes toi. Tu vois? C'est-à-dire que si tu t'aimes pas, l'autre il pourra te donner tout ce qu'il a, tout ce que tu... Machin, tu n'en auras jamais assez. Parce que c'est comme un puits sans fond. Donc, c'est important hein, de regarder que tout l'amour qu'on peut avoir pour les autres est toujours posé sur l'amour qu'on a d'abord pour soi. C'est-à-dire que parce que je m'aime, je ne laisse personne me casser les couilles, et c'est parce que je laisse personne me casser les couilles que je les aime. Mais je ne peux pas les aimer si je m'aime pas, tu vois. C'est quand on le pose à l'envers, en mode un peu judéo-chrétien, parce que les trucs sont retournés, c'est-à-dire que si tu aimes ton prochain, ensuite, parce qu'il t'aime, tu vas pouvoir t'aimer, tu as mis le truc à l'envers. C'est-à-dire que si tu attends que lui t'aime, tu es toujours en train de te demander s'il va finir par te faire un coup à l'envers, par machin. Et donc c'est un espèce de... Si tu t'aimes pas et que tu crois que tu aimes l'autre, tu donnes un crédit. C'est aussi une histoire d'ego, de se dire je vais pouvoir sauver l'autre, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir l'amener vers la vérité. Alors que justement, on ne peut pas voir que soi-même on a des blessures qui nous empêchent de voir vraiment qui il est en fait. Et c'est à ça qu'il sert l'autre, si tu veux. L'autre il sert justement à te montrer à quel point tu es en train de te mentir, de croire que toi, qui as des problèmes, tu es capable d'aider l'autre, tu vois. Il y en a d'autres. Hein. C'était Lacan qui disait être en couple, c'est essayer de régler des problèmes à deux qu'on n'aurait pas eu tout seul. Alors c'est une phrase humoristique, hein, mais c'est pas vrai, d'accord? Parce que les problèmes à deux ou tout seul, on les a pareils. J'ai rencontré une nana, elle avait passé 5 ans toute seule, elle m'a dit je comprends pas, pourtant j'ai réglé tous mes problèmes, là ça fait 5 ans, maintenant je suis apaisé, je suis vachement bien, je rencontre un mec, pataploum, pouf, ça recommence. Bah ouais c'est normal, tu sais, tu prends le CD, tu l'enlèves du lecteur de CD, quand tu le remets, il te demande si tu veux reprendre la lecture à l'endroit où tu t'es arrêté. Il n'y a pas de solution. De quoi? Comme quand tu te remets avec une ex. Ah, j'ai dit que tu avais dit Kleenex. Je me suis dit, ça c'est une solution transitoire. C'est une solution. Alors, à quel moment ça montre que le travail sur toi, tu l'as réellement fait quand ça se passe bien? Alors, moi je me reconnais dans ce que j'étais persuadée pendant 3 ans. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je me reconnais parce que j'étais persuadée que pendant 3 ans, j'avais fait un réel travail sur moi par rapport aux relations sentimentales. Ouais, t'étais toute seule. T'étais toute seule. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis voilà, et puis de nouveau, je me suis recassé la gueule sur des schémas assez similaires. Exactement le même, Mais ouais, ouais. à quel moment, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quel moment tu as fait un travail sur toi Ouais. pour que ta prochaine relation ne soit pas une relation. Et tu sais quand ça arrive. Tu sais quand ça arrive. Alors, si tu veux, j'aime beaucoup prendre l'exemple du tennis. C'est le sport de raquette, le sport où on joue à deux, l'un contre l'autre. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de génial. Alors, j'ai pas fait de tennis, hein. J'ai fait 8 ans de squash. Et donc, les 2 dernières années, j'ai fait de la compète. Donc, quand j'ai commencé, j'avais donc un niveau de merde, d'accord? Et puis j'avais un ou deux partenaires, et puis à un moment donné j'ai commencé à enchaîner un peu plus de partenaires, et puis après j'ai commencé à prendre des cours, et donc là j'ai commencé à progresser un petit peu. Hein. Prendre des cours, ça revient à peu près à aller voir un thérapeute, hein, d'accord? Donc on prend des cours, et puis à un moment donné j'ai eu un niveau suffisamment intéressant, puis on me dit bah vas-y inscris-toi, puis on a besoin de quelqu'un, machin. Et pendant 2 ans, à chaque fois que je faisais un match, je faisais 11-3, 11-3, 11-3, et je perdais tous les matchs que je faisais du premier match.
Ouais, parce que la compétition, c'est absolument pas la même chose que jouer pour le plaisir, pour rien, ou de faire des entraînements. Et le stress d'être réellement au combat, c'est-à-dire avec un véritable adversaire en face, et ce que j'appelle un adversaire, c'est quelqu'un qu'on respecte et qu'on aime, et c'est ce qu'on appelle aussi un petit ami. D'accord? Ou une petite copine. C'est un adversaire parce qu'il vient avec ses bagages, d'accord? Il vient avec son histoire, il vient avec ses casseroles, et nous, on vient avec les nôtres. Et il est absolument impossible que ça fasse pas du bruit. Le but n'est pas que ça fasse pas de bruit. Le but, c'est de se rendre compte que le bruit qu'on entend, c'est le nôtre. Pour pouvoir le faire taire. La plupart du temps, ce qu'on veut, c'est faire taire l'autre. J'aime bien cet exemple-là. Tu rencontres quelqu'un, et puis... ouais, je sais, c'est à toi que je parle. Depuis tout à l'heure. Maintenant, je le sais. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu rencontres quelqu'un, et... il est beaucoup trop indépendant à ton goût. Au bout de 6 mois. Mais quand tu l'as rencontré, c'était son indépendance qui te plaisait. Et lui, tu as rencontré parce que justement, toi, tu étais plutôt une femme d'intérieur et que tu aimais bien avoir quelqu'un à t'occuper. Alors, tu étais censé lui apprendre à être un peu plus dedans, et lui était censé t'apprendre à être un peu plus dehors. Et puis au bout de 6 mois, tu as essayé de lui expliquer que c'était dedans que c'était bien, parce que dehors ça te faisait peur. Et lui te disait, viens, tiens-moi la main, et moi tu vas voir dehors, je vais t'apprendre, et dehors t'auras pas peur. Et vous avez passé 4 ans et demi à vous engueuler. Parce que vous pensiez que l'autre avait tort d'être lui. Et c'est là-dessus que c'est posé, les incompréhensions. C'est que quand on rencontre l'autre, la relation n'est pas faite pour qu'on soit heureux. Elle est faite pour qu'on grandisse avec l'autre. Elle est faite pour qu'on apprenne quelque chose sur nous. Et poser le truc sur je veux être heureux, on le pose sur l'amour romantique. L'amour romantique, ça dure 3 mois. 4 ? Pas mieux, ça va ? Pas beaucoup plus. Donc, une fois qu'on a passé le stade de l'amour romantique, d'accord, celui où l'autre nous manque éperdument à chaque seconde, quand il n'est pas là, il finit par nous manquer quand il est là au bout de 3 mois. Et il nous manque parce qu'on se manque à nous-mêmes, parce qu'on attend d'avoir quelqu'un qui vienne nous remplir. Et là, à ce moment-là, on rentre dans la relation qui s'appelle le rapport de force. Ce rapport de force, personne ne peut y échapper. Parce que ce rapport de force-là, il est fait pour aller poser nos insatisfactions. Il est fait pour nous faire grandir. D'accord ? Il y a quelqu'un qui aime son boulot ? Ouais. Non. Ouais. Il y a combien de temps que vous bossez ? Ceux qui disent que vous aimez votre boulot, vous bossez pour un patron ? Oui. Ouais. Il y a combien de temps que tu bosses ? 4 ans. Il y a 4 ans, ça marche. Et t'as une copine ? Ah voilà. C'est marrant. Je viendrai à toi après, je pense. Non, t'inquiète pas, c'est pas... Vous comprenez comment c'est posé? Comment ça marche? Moi, j'ai pas compris le coût du travail. Le coût du travail Attends, comment c'est chez toi? Mais c'est, je sais pas, parce que c'est quoi ta question exactement? Mais j'ai pas compris pourquoi tu as mis l'exemple du travail avec Ouais. un Parce que le rapport au travail et le rapport dans le couple, c'est le même. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a deux problématiques, que ce soit, avec tous les gens d'ailleurs, d'accord? C'est la fusion et la diffusion. C'est-à-dire que le travail va te permettre, si tu as un bon rapport avec ton patron, d'accord, d'avoir de l'argent, d'accord, donc de la liberté, et en même temps, si tu fais ce que tu aimes, tu es en train de faire l'amour. Tu perds pas ton temps quand tu fais ce que tu aimes, d'accord? Donc comme tu équilibres le truc, ça marche. Maintenant, est-ce que ta nana t'a quitté parce que tu aimais trop ton boulot? non, c'est moitié. Elle t'a trompé? Avec ton patron? Je passe en chemin glissant là. Alors pourquoi? Vas-y, pourquoi c'est glissant?
Ça marche. Bon, tu vois, on peut avoir de l'info pour rien comme ça. Bref. Le rapport qu'on a avec les autres est souvent en lien, c'est toujours cette insatisfaction. Je vais essayer de reschématiser juste pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes avec soi et avec les autres, d'accord? Partons du principe, et c'est toujours moi qui regarde, d'accord, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. La seule énergie qui existe quand on parle du 1, d'accord, c'est l'énergie sexuelle, qui n'est pas du sexe, d'accord? Cette énergie sexuelle, c'est ce qui va permettre à ce que tout pousse sur Terre. Elle se divise en deux dans la dualité, puisque moi et toi, c'est pas la même chose, puisque moi et toi, c'est pas la même chose, que moi et ça, c'est pas la même chose. Dans cette dualité, on va créer donc le sexe, et de l'autre côté, l'argent, qui sont deux énergies, d'accord? On pourrait mettre autre chose que l'argent, hein, mais ce sont deux énergies qui sont uniquement des énergies non palpables. 95% de l'argent qui circule, c'est pas du papier et des pièces, d'accord? Et il y en a une qui va nous permettre de fusionner avec l'autre pour nous reconnaître, et l'autre, l'argent, qui va nous permettre de défusionner avec l'autre pour qu'on puisse récupérer notre identité, d'accord? Comme nous posons notre problématique sur la culpabilité d'être nous-mêmes, puisque depuis que nous sommes tout petits, on nous explique qu'il ne faut pas avoir d'émotions, qu'il faut mentir, qu'il ne faut pas dire qui on est, etc., etc. Donc on va le poser et on va en privilégier l'un ou l'autre. C'est-à dire que soit on va vouloir se défusionner totalement des autres et ne pas vouloir se reconnaître et dire moi c'est pas pareil, d'accord? Et donc vouloir accumuler qui on est. Soit on va vouloir être dans la fusion, d'accord? Et c'est quand on arrive à allier ces deux-là, d'accord? Si on imagine un losange, au-dessus du losange, on a ce qu'on appelle l'amour. Et l'amour, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'amour de l'autre, hein, c'est l'amour de soi. C'est quand on a compris que tout ce qui pousse sur Terre, ce n'est que de l'énergie sexuelle, qui est donc de la fusion et de la diffusion. Et quand on a réussi à trouver l'équilibre entre les deux, normalement, dans cet amour qu'on a pour nous, on est capable de pouvoir ensuite le donner aux autres. Sauf que comme toute notre éducation elle est posée sur la culpabilisation d'être nous-mêmes, donc, alors quand je dis que c'est posé, c'est pas bien ou mal, d'accord, hein, c'est juste que c'est posé comme ça. Quand je dis que c'est posé comme ça, c'est venu et c'est reparti. Zut, bon bah tant pis. Donc, ouais, ça arrive, ouais. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend, ce n'est pas être responsable de nos actes. Ce qu'on apprend, c'est à être obéissant. Comme on nous apprend à être obéissant, on va nous demander de bien cadrer tout ce qu'on a à faire pour pas que ça déborde. Et donc on n'arrive plus à s'écouter. Comme ce qui est intéressant pour nous, puisque nous sommes des animaux sociaux, c'est de pouvoir se reconnaître dans le regard de l'autre. Comme on a téléchargé la disquette de l'univers dans lequel on vit, où aujourd'hui tous les humains que l'on est, ils agissent ou réagissent comme ça. Oui, parce que depuis tout à l'heure, t'es par terre. Voilà. Comme tous les humains que nous sommes sont à un niveau dans lequel ils sont plus ou moins en train de se mentir, donc nous, pour pouvoir interagir avec eux, on va plus ou moins se mentir aussi. D'accord? Sortir de cette illusion-là, c'est prendre le risque de perdre les autres. Et de se retrouver absolument tout seul. Et comme ce qui nous fait le plus peur, c'est la mort, et la mort, elle est posée sur le fait qu'on est tout seul sous terre. Il n'y a personne pour nous sauver de nous-mêmes. Donc c'est très compliqué pour nous d'aller regarder où est notre responsabilité et où est notre culpabilité. Et la plupart du temps, nous nous sentons coupables pour pouvoir rester avec les autres. Dès qu'on se retrouve en termes de responsabilité, d'abord elle est très très dure à les regarder pour savoir pourquoi on n'est pas coupable, mais pourquoi on est responsable de ce qui nous arrive. C'est très dur à aller la regarder, et une fois qu'on l'a vu, normalement on fait évoluer l'autre avec nous, ou si on ne le fait pas évoluer, il finit par disparaître. Mais quand on a beaucoup plus peur qu'il disparaisse, qu'il comprenne, puisque comme nous on est cons, hein, on imagine que l'autre aussi. Donc on imagine qu'il ne va pas comprendre. Et donc, comme on a très peur d'aller regarder les choses. Bon. C'est vrai, j'ai posé le truc. Mais du coup, je me pose une question. Vas-y. Alors, est-ce que être coupable,
c'est se sentir coupable. Pardon. Est-ce que se sentir coupable, c'est regarder ce que tu as fait? Est-ce que se sentir responsable, c'est regarder ce que tu peux faire? Alors, non, c'est Ah. le contraire. C'est-à-dire Non, que non, quand tu es coupable, tu veux racheter une faute que tu n'as pas commise. D'accord? Quand tu es responsable, tu assumes ce que tu as fait et les conséquences de ce que tu as fait. C'est pour ça que c'est très compliqué d'être responsable. Quand on parle de responsabilité, tu as fait un truc qui n'a pas du tout plu à ta meuf. D'accord? Et ça va générer chez elle des émotions très fortes, elle va t'en vouloir, elle va gueuler, machin, tout ça. Pour de vrai, tu n'as fait que lui permettre d'avoir une émotion. C'était coincé à l'intérieur, elle avait besoin de le mettre à l'extérieur, c'est toi qui étais le canaliseur, elle t'a trouvé pour ça, eh ben c'est cool. Et si derrière elle te dit c'est fini, ben c'est ta responsabilité d'avoir été qui tu étais, qui tu devais être dans ce que tu as fait, et la responsabilité qu'elle ne soit pas capable de pouvoir l'entendre. Ça, c'est de la responsabilité. Accepter le truc, comme il est. Par contre, si tu veux te racheter, là, tu veux te racheter parce que tu te sens coupable. D'accord? Donc tu dis, pardon, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès, puis je voulais pas. Et puis là, à ce moment-là, c'est mort. Parce que là, à ce moment-là, l'autre, tu lui as donné le bâton, tu lui dis, vas-y, c'est tape, c'est ici que j'ai mal. Elle va t'en demander toujours plus, et ça ne s'arrêtera jamais. Et ça ne s'arrête pas parce que derrière, toi, tu dis, bah, puisque je t'ai autorisé à me taper là, bah, alors moi aussi, je vais pouvoir te taper là. Et c'est ça qu'on appelle le rapport de force dans le couple, hein, d'accord? Il s'arrête que quand à un moment donné on arrive à se regarder. Comme c'est super compliqué pour nous de nous regarder, bah ça peut durer des années. Hein. J'ai vu des gens rester 15, 20 ans ensemble et continuer d'être dans un rapport de force, se séparer et accuser l'autre totalement de méfaits qu'il a réellement commis. Hein, d'accord? Mais on est resté là pour les voir. Est-ce que tu peux me permettre de donner un exemple tout à fait concret dans ma vie qui illustre exactement ce que tu viens de dire? Tu peux parler fort pour ouais. le micro. Quand mon père est décédé, mon compagnon, on n'était pas mariés, mais enfin on était très officiellement ensemble, je vais pleurer en disant, a quitté en cours la cérémonie funèbre pour aller accompagner sa fille qui avait 18-20 ans à l'époque, donc qui n'était pas une petite fille, à l'aéroport. Elle partait en Australie. Voilà. Et sur le coup, il est tellement sous le choc, un décès, ça passe. Mais en fait, c'était quelque chose, c'était il y avait à la fois la tristesse et la honte d'être abandonné par mon compagnon en pleine cérémonie funèbre. Bon, quelque temps après, il est allé rejoindre sa fille en Australie pour quelques vacances parce qu'il avait vraiment besoin de prendre du chemin. Hein, et pendant ce temps-là, j'ai fait une crise de dissociation qui a permis, positif, que ressortent enfin les souvenirs du viol dont j'avais été victime enfant. Aujourd'hui, on est séparés avec cet homme-là et dans la phase de séparation, on est dans la phase de construction. Oui. Et donc, il m'envoie l'autre jour un mail en me disant, au fait, j'ai repensé, je suis inexcusable d'avoir quitté la cérémonie funèbre. C'est 4 ans après. Hein. Et je lui ai répondu une longue lettre en lui disant non, je te remercie aujourd'hui de ça. Aujourd'hui, je te remercie d'avoir quitté cette cérémonie funèbre pour la honte et la peine que tu m'as fait, puis d'être parti en Australie et du fait de m'avoir abandonné à ce moment-là, parce que sans cet abandon, les souvenirs ne seraient pas remontés. Et qu'est-ce qu'était toute ma vie? Toute ma vie, c'était ce besoin que les souvenirs remontent. Bien sûr. Pour Et là, cette espèce de sentiment d'injustice que tu posais dessus n'était qu'un sentiment d'injustice de quelque chose qui de toute façon se répétait tout le temps dans ta vie pour qu'à un moment donné tu puisses le faire remonter à la surface. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que à chaque fois qu'on est en train de faire une crise face à quelqu'un en train de dire c'est pas juste, pourquoi tu m'entends pas, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu me fais ça, à chaque fois qu'on pose ce truc là, c'est que derrière il y a quelque chose de très profond qui essaye de remonter, qui essaye de revenir à la surface, quelque chose qu'on essaye de nettoyer. D'accord? Et plus on va essayer de trouver un coupable à l'extérieur, plus on va essayer de désigner quelqu'un qui nous fait du mal, on le fait pour ne pas avoir à ressentir la véritable émotion. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est pas, ça coupe pas, là c'est mon Dieu, mais dès qu'on va identifier un coupable à l'extérieur, c'est terminé, on se dissocie de l'émotion qu'on doit ressentir normalement, et cette émotion-là, c'est celle-là qui nous guérit. D'accord? Dis-moi. En fait, comment,
coupable. Ouais. Mais par rapport à ma propre souffrance, parce que je savais qu'elle allait faire mal à l'autre. Donc bon, dans les cas où tu évidemment caches bien ta souffrance, tu vas bien réagir, et après évidemment ça explose, tout ça. Mais sur le moment où ça explose, bon, en plus avec les vécus qu'il y a derrière, machin, et voilà, moi j'arrivais à comprendre que je me sentais coupable par rapport à ça. Par contre, j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais la rage envers la personne. Parce que à part du fait qu'elle me mettait en face de ça, parce que, et que du coup, cette personne-là se reconnaissait dans le monstre que j'ai rencontré avant, et du coup, cette personne aussi était, enfin voilà, donc elle avait mal, et puis bon, elle surtout tournait mal. Ouais. Et dans ce moment-là, c'est très compliqué parce que c'est le profond trauma des deux. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, comme on s'est interdit d'être nous-mêmes, on s'est posé des interdits pour pouvoir plaire aux autres, d'accord? Sauf que comme on n'échappe jamais à nous-mêmes, on est toujours en train d'être nous-mêmes, et on est toujours en train de faire ce qu'on a vraiment envie, d'accord? Sauf que si maintenant j'accepte, par exemple, d'être un pervers, d'accord? Si j'accepte d'être un pervers, quand en face de moi, j'ai une perversion et que j'ai envie de jouer avec, je peux jouer avec. Parce que j'ai reconnu le pervers que j'étais en moi, d'accord? Avant de reconnaître le pervers que j'étais, ce que je faisais, c'est que je titillais l'autre pour que l'autre me casse suffisamment les couilles pour avoir le droit d'être pervers. C'est lui qui a commencé. D'accord? Mais c'est pareil, hein. Vous avez compris, on n'échappe jamais à nous-mêmes. Là, c'est posé, cette culpabilité-là, elle est posée sur le fait que ce qui va nous permettre finalement d'exprimer ce qu'on a vraiment envie d'exprimer, on ne peut l'exprimer que parce qu'on s'est vengé. C'est-à-dire que le moteur qui va permettre à la personnalité de pouvoir exister vraiment, parce qu'on a besoin de la faire exister, parce qu'on ne peut pas faire autrement, le truc c'est qu'on a besoin de se venger. Et c'est parce qu'on a besoin de se venger qu'on se sent coupable. Au moment où on exprime ce qu'on est, C'est ça la rage. ouais, au moment où on l'exprime, on se rend bien compte qu'on a tout fait pour que ça arrive, mais on ne veut pas le voir. Ou alors on le voit et on se sent encore plus coupable. Ça, c'est ce qui Ouais, va. ouais, alors ça aussi, voilà. C'est mon Dieu, tout ce que j'ai mis en place pour l'obtenir. Bordel de con. Alors qu'en même temps, on le veut et on le veut pas en plus, hein, d'accord? Parce que on a très envie d'avoir cette liberté-là qui est posée dessus, et en même temps, on n'a pas vraiment envie d'avoir les conséquences. Donc on dit, ah bah ouais, merde, comment je fais? T'as compris? Georges, moi je veux dire que franchement, le sentiment que j'ai, Ouais. c'est que pour te donner la liberté d'être toi-même, ben, en fait, en réalité, tu ne peux pas expérimenter ça en étant en couple. Parce qu'à un moment donné, tu es toujours dans le faire plaisir, dans la concession, etc. Parce que tu ne peux pas avoir seulement ton intimité personnelle, tu dois avoir une intimité partagée. C'est ça aussi être en couple. Et donc, c'est vrai que moi je me dis, en fait, pour vraiment être toi-même, en couple, c'est pas possible, quoi. Parce qu'à un moment donné, forcément, tu vas faire plaisir, tu vas faire des choses qui forcément. Tu n'en as pas vraiment envie, mais tu veux te faire plaisir. Voilà, la rencontre de l'autre, enfin. Ouais. Voilà. Alors le problème, La c'est liberté d'être ouais. toi-même en couple, c'est. Le problème, c'est qu'il va te manquer une dose d'intimité pour que tu saches qui t'es. C'est-à-dire que si tu crois que tu es libre parce que tu peux échapper à toi-même, tu n'es pas libre. Tu peux être libre que quand tu t'enfermes et que tu comprends que c'est pas une prison, mais une maison. Ouais, parce que. Enfin. Ok. Avocat une maison comme quelque chose. Comme quelque chose qui est sécurisant, comme un foyer. C'est-à-dire que quand l'autre ne devient plus un ennemi à abattre, ou quelqu'un à qui il faut cacher des trucs pour pouvoir faire ce qu'on a envie, ou machin, quand réellement c'est devenu un ami, et ça peut prendre des années, mais c'est un vrai truc sur lequel il faut le poser. Si tu veux rencontrer quelqu'un pour être heureuse, sans avoir besoin qu'il te mette dans la gueule qui t'es, c'est-à-dire ce que tu sais pas que t'es, d'accord? Si tu veux pas qu'il te mette dans la gueule, vaut mieux pas que tu sois en couple, hein, c'est sûr, d'accord? Mais tu seras uniquement libre en façade. C'est-à-dire que être libre, c'est être dehors, ouais, mais il y a des intempéries, il y a la nuit, etc. Et tu vas pas te sentir en sécurité tout le temps. Donc tu vas vouloir trouver quand même... Je cherche la sécurité chez l'autre, donc c'est pas vraiment être libre, tu vois. Bien sûr, mais parce que tu la cherches chez l'autre, si tu l'écoutes quand il te dit que t'es conne, tu vas la trouver chez toi. Quand il va, t'as compris le truc? Quand il te dit, ouais, là tu m'emmerdes, machin, parce que moi ceci, parce que moi cela, et que toi t'écoutes et tu dis, ah ouais, et que quand toi tu parles, lui il t'écoute et il fait, ah ouais, et ben au bout de quelques années, vous allez finir par être libre. Ensemble. Tu vois le truc? Et ça, c'est valable avec les gens même avec qui on n'est pas en couple. Ah, mais c'est valable avec tout le monde. Hein. C'est valable avec tout le monde. Ça, c'est une question de savoir se remettre en question, d'écouter les conseils qu'on donne pour être de plus en plus avec les gens. Bien sûr. Et mais parce que les questions, elles sont posées sur le...
comment il faut que je fasse pour qu'après j'ai plus de problème. Alors ça marche pas, t'as plus de problème quand t'as plus de pouce. Hein? Avant ça, ça fait plus de 20 ans que je bosse sur moi. À chaque fois, j'ai l'impression d'en être toujours qu'au début. Ouais, je sais, j'ai toujours l'impression d'en être qu'au début, hein, parce que mon point zéro à moi, il est là, c'est mon point zéro, d'accord? Il y a quelques années, mon point zéro était là, mais c'était mon point zéro. Donc aujourd'hui, je suis la version la plus dégueulasse, supportable de moi, d'accord? Ça, c'est la version la plus dégueulasse de moi, supportable. Il y a 10 ans, c'était là, hein, puis il y a 20 ans, c'était là, d'accord? Mais j'en suis toujours à mon point zéro. Et je suis toujours, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'arrive, que l'univers m'amène à regarder quelque chose que je n'avais pas encore vu chez moi, normalement, c'est toujours de plus en plus douloureux. Super, on verra que je vais savoir. Normalement, c'est toujours de plus en plus dégueulasse parce que quand tu creuses dans la fosse à purin, d'accord, ce qu'il y a dedans là, ça a bien mariné pendant longtemps, d'accord. Donc tu remontes des trucs en psychogénéalogie, machin. Au moment où ça remonte, hein, c'est que ça prend l'air et que ça sèche, tu fais waouh, c'est génial, on va pouvoir faire du terreau avec. Mais avant, c'est quand même de la merde. Dis-moi. C'est pour ça que c'est important d'accepter sa souffrance, sa propre souffrance au moment de la vie. Oui. Et d'entièrement la vivre jusqu'au bout en fait. Et pas d'essayer de la refoulée. C'est ça. Sinon, quand ça pourrit à l'intérieur de toi, quand ça ressort, tu prends bien cher. Tu prends cher. Et là, c'est nul quoi. Pour finir sur ta question, c'est pareil avec le boulot. On est très nombreux et je l'ai fait aussi. Par exemple, je te donne l'exemple pour le boulot, par exemple, ou dans ceux qui bossent dans des grandes entreprises, tout le monde se plaint du patron, mais personne ne se plaint au patron. Voilà. Et ben, étant donné qu'on ne pose pas les bonnes phrases aux bonnes personnes, évidemment, ça ne change pas. A-t-on vraiment envie que ça change ? A-t-on vraiment envie de se rendre compte que finalement le mec en face il est insupportable et que peut-être que la meilleure chose à faire c'est de changer de taf ou de changer de mec ou de changer de nana, on pourrait se poser comme ça, mais si on se pose comme ça, il va falloir accepter pas de salaire, pas de travail, retrouver, pas de mec, pas de nana, pas de... etc. etc. C'est accepter la responsabilité, c'est ça, hein, d'accord ? Pour revenir dans le thème de la soirée. D'accord ? Culpabiliser les autres en personne, quand c'est le conjoint ou les amis ou machin, et puis pas culpabiliser le patron, c'est la même chose, hein, d'accord ? C'est quand on récupère, tu sais, je t'avais oublié, toi, quand on récupère cette responsabilité, on dit aux personnes concernées ce qu'on pense. Alors, ce qu'on pense d'eux, hein, je recommence, je l'ai dit au début, c'est moi qui le pense, d'accord ? Donc, ce que je pense de toi, c'est moi qui le pense de toi, c'est pas ce que t'es. Ok. Parce qu'un patron peut être un gros connard, machin, mais en même temps, ça peut être un très bon mari, ça peut être un très bon père, ça peut être un très bon ami, etc. C'est juste le titre qu'on a collé dessus. Dis-moi. Et selon toi, qu'est-ce qui empêche le fait de prendre cette responsabilité-là ? La peur d'être seul. Mais existe les couples et le travail, juste d'un point de vue général, parce que là moi, quand je t'entends, tu vois, tu dis, en général, les gens ils se plaignent du patron, mais ils se plaignent pas au patron. Bon, moi je suis le genre de gens qui va se plaindre au patron, tu vois, parce que pareil, quand il y a des choses que je pense, je le dis clairement, et bon, je pense pas avoir plus de qualité ou de compétences que d'autres personnes, je pense juste être un peu plus assise dans moi-même, tu vois, et j'ai encore du mal à comprendre pourquoi les gens ont du mal à franchir ce cap-là, en fait. Donc j'aimerais savoir ton avis, selon toi, qu'est-ce qui empêche les gens d'entrer dans cette responsabilité-là? Parce qu'il y a une partie de la population qui va être plus dans le sexe, c'est-à-dire le besoin de fusion avec l'autre, et d'autres qui vont être plus dans l'argent. Toi, tu vas être plus dans l'argent, toi. Si, ouais, mais non, mais tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur d'en manquer. Oui, non, ça c'est d'accord. Donc comme tu n'as pas peur d'en manquer, tu peux lui dire. C'est vrai. Par contre, tu n'es pas capable, attends, chez toi comment ça se pose. Par contre, tu es dans une négociation permanente avec tout le monde. Avec le chez monde. toi. Avec tout le monde, tu es dans une négociation permanente où c'est donnant-donnant. On n'a pas, enfin, tu mettras jamais €1 d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Dans toutes les relations, tu mettras jamais €1 d'avance. C'est-à-dire que tu demandes à l'autre de se découvrir pour que toi tu puisses savoir si tu as envie ou pas. Ça dépend. Mais ça te parle. Ouais. Ça me parle, ça dépend.
Est-ce que... Ah non. Non, stop. Attends, c'est de travers. Ah, Non, à l'intérieur, ouvre à l'intérieur. ouais, attends, non, ça marche. Bah voilà. Des questions? Non? Ça va? Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais que l'énergie est partie par là, mais je sais plus de quoi je parle maintenant. Ok. C'est un peu... En fait, j'ai une question. Donc la personne qui a jeté un sort à la porte doit bien le Tu lever. peux parler fort? Et il faudrait que plus personne ne part. Vas-y, dis-moi. Non, là on peut pas suivre. Dans le cas, comme je disais madame, dans le cas de viol ou de meurtre, comme ça, le coupable il est à l'extérieur. Oui, mais alors, il est coupable de t'avoir fait ressentir cette émotion-là, d'accord? Si t'es morte, bon, bah peut-être t'as plus d'émotion, oui. normalement, Oui, non. voilà. Hein. Donc là, on est dans le... Il n'y a plus de tout, d'accord? De la même façon, tiens, sur Facebook, c'est pour répondre en lien avec les animaux qui étaient sauvagement agressés, machin, et où elle fait la même chose, et il y en a une, elle a fait la même chose aussi. Elle a, je sais plus, il y a une petite fille qui est morte, hein, il n'y a pas longtemps apparemment, hein, c'est ça, bon. Donc elle dit, je le tuerais bien cette espèce d'enculé, je le ferais bien payer pour ce qu'il a fait. Et donc moi je réponds en com, donc tu veux faire la même chose que ce qu'il a fait. On est d'accord? Bon. Alors bon, moi je comprends pas bien le concept de si c'est lui qui a commencé, donc j'ai le droit de le faire, d'accord? Mais si ça se trouve pour lui, s'il l'a fait, c'est que quelqu'un d'autre avait commencé avec lui, hein, d'accord? Mais ça par contre, on est incapable de pouvoir le remettre à l'endroit et de regarder que ne voir qu'une seule face de la pièce, c'est une illusion, et qu'il y a deux faces, et que je n'ai jamais vu quelqu'un agresser quelqu'un si lui-même n'avait pas commencé à être agressé. Alors, est-ce que ça excuse? Absolument pas. Est-ce que c'est horrible et ignoble? Absolument. D'accord? Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. C'est absolument ignoble. Mais notre responsabilité, elle est non pas de l'accuser lui et de croire que parce que lui, il va payer, qu'on va pouvoir le mettre au bûcher ou qu'il va passer à la chaise électrique ou je ne sais quoi, que d'un coup, on aura réglé notre problème à nous. Hein, d'accord? Parce que l'émotion qui nous fait ressentir, cette émotion-là, il nous a permis de l'avoir, elle était en nous. Quand on se rend compte que nous aussi, on avait envie de faire comme on avait envie de tuer, on peut se rendre compte peut-être, une fois qu'on a compris cette émotion-là, on peut peut-être, à un moment donné, commencer à se pardonner cette haine que l'on a tous en nous, plutôt que de la faute à l'extérieur. Ta fille, elle était responsable à quoi? J'ai pas dit qu'elle était responsable. Mais si, t'as l'air de... Oui, non mais alors... Mais moi, je me posais la même question. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne regarde pas au bon étage, d'accord? À l'étage de l'humain, elle vient vivre un truc dans lequel elle a sa responsabilité, mais où il faut bien comprendre que la responsabilité, c'est une part consciente et une part inconsciente, d'accord? Tous autant que nous sommes, nous connaissons tous des filles qui se sont fait agresser quand elles étaient petites. D'accord? C'est arrivé, il y a quoi? C'est 3 nanas sur 4 à qui c'est arrivé? Ok. Combien de ces filles ont eu elles-mêmes des mères qui s'étaient fait agresser et des grands-mères qui s'étaient fait agresser? Et combien d'entre elles ont gardé le secret parce que, oh mon Dieu, il ne faut pas que ça se sache? Comment voulez-vous que quand ce truc-là, généalogiquement, il est prisonnier à l'intérieur, comment tu ne veux pas le transmettre par des non-dits? Quand une mère qui s'est fait agresser quand elle était petite dit à sa fille de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 8 ans, surtout fais attention, et que la petite elle dit ouais super, à quoi? Et qu'elle ne le sait pas, qu'est-ce qu'elle fait? Dans sa vibration, elle est en train de faire attention. À force de faire attention, il va bien falloir à un moment donné, parce que ça crée une tension extraordinaire. Comment on fait pour faire baisser cette tension? Ben, savoir à quoi il faut faire attention. Ben, une fois que ça t'est arrivé, ben, tu sais à quoi il faut faire attention. Donc tu es en train de dire qu'en fait l'enfant est responsable de cette vibration inconsciente qui est en lui. Ouais. C'est ça que tu me Mais dis. ça c'est à l'étage au-dessus où c'est juste, d'accord?
Ça, c'est l'étage au-dessus. C'est-à-dire que quand l'enfant se fait agresser, d'accord, et que là, enfin, la mère prend le courage à deux mains pour aller le dénoncer à la police, et que enfin, là, à ce moment-là, elle peut pleurer, ce qu'elle n'a pas pu pleurer, parce que quand elle était petite, sa mère lui a dit qu'il fallait surtout pas le dire. Là, à ce moment-là, cette émotion-là qu'elle ressent, bah, ça l'empêche de faire un cancer. Mais là, c'est un exemple Comprenez? où forcément, là, c'est un Ouais, exemple mais que tu cites où forcément, il y a des antécédents intergénérationnels. essaie de me trouver un exemple qui n'y en a pas. Non, mais c'est pas toujours Ça le cas. permet de- C'est absolument tout le temps le cas. Absolument tout le temps. Que tu parles après J'ai pas, je peux pas. d'expérimentation de vie ou quoi, dans l'incarnation ou quoi, pourquoi pas, on pourrait l'entendre. Mais moi, je pense pas que ce soit tout le temps le cas où il y a des antécédents, où il y a un traumatisme de cette envergure-là, quoi. Non, pas se fait kidnapper. Ou alors sur ce registre-là, parce qu'effectivement, Ah non, mais là, en tant que vous femme, devez on tuer est machin, plus non, non. vulnérable et que ça s'est produit et qu'on est en train d'avancer sur ce registre-là, mais que, effectivement, la position de femme crée une vulnérabilité qui fait que beaucoup d'entre nous ont été, à un moment donné, dans quelque chose de délicat de l'ordre de la Si tu remontes ne serait-ce que dans les années 40, combien de femmes qui ont été abusées pendant la guerre? Ouais, Donc oui, c'est tout un oui, cas. donc, Pour avoir mais c'est pour ça que je te abordé dis que le... c'est sur le système, voilà, de la vulnérabilité de la femme. Et il y a les viols dont on se rend pas compte aussi. Après, à ce titre-là, effectivement, si on monte sur des... Il y a des viols dont on se rend pas compte. Bien sûr. Faut bien comprendre en plus que en généalogie, quand on remonte sur 2000 ans, hein, d'accord, quand on pose le christianisme, d'accord, il y a une haine de la sexualité, donc il y a une haine du sexe, il y a une haine de l'amour, d'accord, qui est tellement violente que de toute façon, aujourd'hui, de là où on en est, hein, pour moi, l'humanité est adolescente. Comme tout adolescent, on est en pleine rébellion contre nos parents. C'est pour ça qu'il y a autant de violence contre Macron, parce qu'il joue le rôle de papa, d'accord, à l'Assemblée nationale, il joue le rôle de maman. Cette violence que l'on a, on ne se rend pas compte à quel point elle est posée, hein, sur du désir et de la haine de l'autre. Hein. Les hommes haïssent et adorent les femmes, et les femmes adorent et haïssent les hommes. Hein. Il n'y a rien qu'à voir sur le MeToo, d'accord. Il n'y a pas une nana, ou quasiment pas, d'accord. Il y a très peu de nanas qui ont posé oh ouais, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries, on est en train de tous les mettre dans le même panier. On le voit, dès qu'un mec marche dans la rue, il regarde une nana, d'accord, il lui dit t'es belle, hein, en la regardant, et elle fait, mais arrête de me regarder. Enfin. Ouais, mais moi ça je le comprends, je suis hyper féministe et alors de la même façon, on ne dit pas toutes les 5 minutes à chaque fois qu'on croise un beau gosse, ouais, t'es beau gosse. Enfin, tu vois, il y a mais quand toi, même toutes les 5 minutes, on te dit. toutes les 5 minutes, on te dit. Toutes les 5 minutes, on te dit à toi. Non, mais. Après, il y a d'autres moyens de le dire. C'est une question de comment, en fin de compte, la femme est quand même. En plus, c'est végane ou pas? Ouais. Il y a quand même, si tu veux, derrière la femme, une objectisation sexuelle vachement carnée, tu vois, justement. Et tout ce lien-là, ah mais si, oui, non, la femme bien sûr, bien sûr. est animalisée et l'animal est féminisé. Mais la femme, elle a aussi fait la même chose avec l'homme, hein. C'est juste qu'on veut pas le voir. Hein. C'est-à-dire que... comme un bien de consommation. Ah ben, bien sûr, oui, bien sûr. Tu peux pas vibrer autre chose que ce que t'es. Pardon, excusez-moi. Elle fait un godapote, hein. Excusez-moi du terme, mais... Là, on peut pas... Il y a des femmes qui font la même chose. On peut pas faire... Une femme qui change, je rien du tout, hein. Mais il y a voilà, des gens qui vont changer de copain toutes les 2 semaines. Elles aussi, elles les utilisent comme un godapote. Tu peux te retrouver dans cet état-là aussi si t'as un mec. Oui, non, mais quand c'est quelque chose de consenti, je vois pas le mal. En fait, je pense plus dans la manière de, comment dire, d'être dans la rue. Ouais. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Là, il y a un... Ouais, mais ça, c'est quoi? Ne s'adresse pas aux hommes comme les hommes se permettent de s'adresser aux femmes. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Annelise. 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 C'est toujours, excuse-moi, c'est toujours comment tu vois ton propre monde, d'accord? Donc, quand il te parle, quand il te regarde, etc., c'est ton interprétation de ce truc-là qui fait que toi, tu vois des prédateurs. Tu comprends? Comment c'est posé? C'est-à-dire, je suis d'origine portugaise,
Et tu sais, les Portugais, à l'époque, il y a encore 25 ans, sur les échafaudages, ils sifflaient les nanas, tu sais. Alors les nanas, elles disaient, ouais, non, on est pas des... Ouais, oui, sûrement. Sauf que moi, je suis plus sur les échafaudages. Et donc, on disait, regarde, ils nous prennent pour des bouts de viande. Alors que quand moi, je leur parlais, parce que je bossais dans des trucs un peu dans le bâtiment, et ils disaient, bah nous, on leur rend hommage. Et pour eux, réellement, ils sont en train de dire, waouh, mademoiselle, vous êtes belle. Et pour eux, c'est absolument pas connoté négativement. Mais par contre, il est juste et d'accord qu'en face, l'autre, elle puisse le voir de façon négativement. Mais souvent, on le voit de façon négativement parce qu'on ne veut pas voir à quel point ça nous plaît quand on nous siffle. Ouais, mais il y a d'autres moyens. Vas-y. Non, mais si tu veux, c'est également jamais. Le cas avec le fait qu'il y a 40 ans, quand une femme était accostée dans la rue, elle disait merci, ou alors elle disait non, désolé, et elle passait ça à la route. Et il y a encore beaucoup de femmes maintenant, quand on va leur dire un truc, ils vont soit le prendre positivement, soit dire ok, merci. Mais au final, cette femme-là, elle va être bien plus heureuse que la personne qui aura vu un agresseur, parce que on va lui dire un truc dans la rue, même si c'est désagréable, elle va dire non, désolé, elle va passer sa route, et 5 minutes après, elle n'y pense plus. Celle qui a vu un prédateur, elle va ressasser ça toute la journée. Et elle va créer un monde empli de prédateurs. C'est pas la question du prédateur, c'est pas ces questions-là. Non, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut sortir du carton que la femme ait quelque chose que l'homme peut se permettre, si tu veux, de désirer de manière ouverte comme ça, sans je vais recommencer. Arrête de croire. Mais ni moi ni Georges n'ont dit ça. Annelise, s'il te plaît. Écoute, regarde, j'ai commencé au début par dire. C'est pas ma perception, c'est bon, bah voilà, ça m'échappe. Mais non, mais parce que par c'est pas une question de, si tu veux, de perception. Je pense que l'évolution, à un moment donné, c'est l'égalité. Et que arrêter de cautionner le fait qu'on soit vu, si tu veux, comme quelque chose où on peut se permettre de t'aborder comme ça, comme si tu étais. Annelise, s'il te plaît, tu es en train de me dire que ça t'arrive pas. Mais tu as plein d'arguments pour te dire que ça t'a envie que ça t'arrive. J'aimerais bien que ça t'arrive. Ah ouais, voilà, c'est... Non, non, mais s'il te plaît, Annelise. Mais sérieusement. Annelise, sérieusement. Non, mais j'essaie de reprendre... Non, mais j'essaie... Non, parce que dans les années 80, il y a 40 ans, comme tu dis, non, pas tout à fait 40 ans, 30 ans, à vélo, je me faisais siffler, mais en continu. Mais j'adorais ça. Et pourtant, j'avais été violée à 8 ans. Comme beaucoup. Donc c'est complètement fou. C'est le point parce que il y a le manque de conscience de la femme qu'elle est associée. C'est toi qui as décidé de vivre négativement. Il n'y a pas de réalité objective. Il n'y a pas que des prédateurs, sauf si on a envie d'en voir. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions de la femme pour moi dans ma façon de regarder. Et c'est pour ça que j'essaie de vous sortir du débat. Parce que vous avez tous raison, parce que vous regardez le monde exactement comme vous avez envie de le voir. Et évidemment, il va se manifester exactement comme vous pensez qu'il est. D'accord? Si vous pensez que tous les mecs c'est des connards, ou que tous les mecs c'est des machins, ou que tous les nanas c'est des connasses, si vous le pensez, vous le créerez. Et ça se manifestera dans votre vie, et vous en aurez la preuve. N'imaginez même pas une seule seconde que tout ce qui vous arrive et toutes les émotions que vous avez sont en dehors de qui vous êtes. C'est absolument impossible. Comment? On attire ce qu'on vit. Bien sûr. Je donnais sur une conférence, il y a des mecs, c'est des connards. Et il y a des mecs, c'est des connards. Et il y a des mecs, c'est des connards. Chacun, pour certains, pardon, je vais y arriver, pour certains, 5 minutes par jour, d'autres 5 heures. Hier, j'étais un connard à toute la soirée, je lui ai cassé les couilles pendant 6 heures, moi, donc, ouais. D'accord? Je me suis vraiment comporté comme un con. Hein. J'ai voulu lui faire comprendre un truc qu'elle ne voulait pas comprendre. C'était trop dur. D'accord? Donc, pendant 5 heures, le mec, il est con. Mais il est con. D'accord? Pendant 5 heures. Donc, à la fin de la journée, tu te dis, putain, ouais, j'ai rencontré un mec, c'est vraiment un con, quoi. D'accord? Et puis, le lendemain, tu en rencontres un. Et puis, lui, tu as une conversation de 5 minutes avec lui. Et pendant 5 minutes, il est con. Et tu passes le reste de ta journée à parler de lui à tous les gens que tu rencontres. Et ça dure 5 heures. Et ben pourquoi? Parce que tu as besoin de voir des cons partout. Eh ben c'est génial, parce que ça s'est manifesté. Tu as créé ta réalité. Mais on fait que ça, créer notre réalité. Tu crois qu'il y a des moments où on crée, des moments où on ne crée pas? Tu crois qu'il y a des moments où oh, c'est génial, on s'est rencontrés, on s'aime bien, puis il y a des moments où c'est la faute à pas de chance? À aucun moment. Est-ce que cette responsabilité, elle est uniquement consciente avec la petite part de nous qu'on connaît, avec ce qu'on a envie d'être?
Bah absolument pas. Elle se fait avec la part consciente qu'on sait de nous, et puis le reste du camembert. Et le reste du camembert, c'est quoi? C'est tout inconscient. Qu'est-ce qu'il fait l'inconscient? Il nous dit, voilà, toi tu crois que tu te définis avec ce que tu connais, d'accord? Et tout ce qui vient dehors, et qui vient à toi, c'est tout ce que tu sais pas que t'es. Donc dès que tu rencontres quelqu'un, il vient te montrer ce que t'es. Et toi, comme toi, tu veux te définir avec tes petites parts du camembert, tu dis, moi je suis un gentil garçon. Moi j'ai passé des années à dire, moi je suis un mec bien, je suis un mec sympa. Moi je suis gentil. Alors j'avais des cons qui venaient en face de moi. Puis moi j'essaie d'être sympa avec eux. T'as déjà essayé de jouer aux échecs avec un pigeon? Il va gagner, hein. De toute façon, il n'en a rien à foutre, hein. Tu vois. Donc évidemment, je perdais, d'accord? Et puis je rencontrais les manipulateurs. Puis moi je disais, non, moi je suis sympa, moi je suis pas manipulateur. Et puis bam, il me manipulait, c'est lui qui gagnait. Parce que lui, il savait qu'il était manipulateur, moi pas. Donc moi je disais, mais non, c'est pas possible, il peut pas gagner, il peut pas me manipuler, parce que je voulais pas le voir. D'accord? J'ai vu aussi, hein, deux fois, j'ai fait 2 fois des pervers narcissiques dans ma vie. 2 très gentils nanas, vraiment. Et elles m'ont montré ma perversion. Elles m'ont montré mon narcissisme. Elles m'ont montré à quel point je ne m'aimais pas pour supporter autant de trucs. D'accord? Mais évidemment, elles étaient en face aussi, hein. C'était vrai, d'accord? Bien sûr que j'ai rencontré des voleurs pour aller regarder à quel point moi je ne sais pas équilibrer le donner-recevoir avec l'autre. Bien sûr, tu rencontres quelque chose qui se manifeste dans ton monde, c'est qu'à ce moment-là, tu as besoin de le voir. Mais le libre arbitre, il est posé sur le fait que tu as le droit ou pas de le voir. Si tu ne veux pas le voir, tu ne le verras pas et ce n'est pas un problème. D'accord? Par contre, il va se remanifester encore, encore, et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu poses les armes et tu dis « Ok, c'est peut-être un peu moi. » Quand tu as commencé à faire un peu moi, déjà, ça va déjà beaucoup mieux. Parce que l'autre d'après, c'est plus tout à fait le même. Mais tant qu'on croit que c'est les autres, et que surtout, hein, on veut penser que tous les mecs c'est des connards par exemple, mais on veut trouver l'exception. Et qu'est-ce qu'a fait l'exception? Bah, elle confirme la règle, c'est-à-dire que 6 mois plus tard, bah, c'est le même que les autres. Non, il est pris. Il est pris. Donc c'est un connard. Bah, c'est une chanceuse. Mais vous comprenez comment c'est posé? C'est quand on regarde et qu'on croit qu'on sait qui on est, c'est souvent à ce moment-là, bonjour mesdemoiselles, tu veux, tiens, regarde. C'est gentil. Toi aussi, t'es parti? Non, c'est bon, il y a une chaise? Super. Bon. Quand la vie nous amène à exprimer, quand elle vient nous exprimer quelque chose, elle vient nous demander d'exprimer des émotions. Dès qu'on a identifié un coupable à l'extérieur, l'émotion, on la met à l'extérieur. Pour moi, toute maladie, toute problématique que l'on a est une problématique émotionnelle. Toute. Et toute guérison est une guérison émotionnelle. À chaque fois qu'on se permet... Je peux la donner tout à l'heure, ce qu'on a parlé tout à l'heure? Elle me parle de sa mère avant qu'on commence la conférence. Et elle me dit... Et elle me dit, son ami, il l'appelle au téléphone et il se tire une balle. C'est la vie de sa mère. Mmh. Il se tire une balle au téléphone. Vous imaginez la scène? Elle est derrière son combiné. Elle est totalement impuissante. Vous imaginez la rage qu'elle ressent à ce moment-là? Est-ce que vous imaginez la puissance de la défragmentation, ouais. Bref, le truc qui part. Vous comprenez, là, à ce moment-là, la décharge énergétique qu'elle prend dans la gueule, vous la sentez là, vous n'aviez pas besoin d'être au bout du fil avec elle. Hein. Vous comprenez? Eh bien, c'est de ressentir cette émotion-là sans essayer de trouver un coupable qui nous guérit. C'est quand on accepte que ça nous percute, comme la petite fille qui meurt. Cette personne qu'on connaît,
Et pourtant, quand on a affaire à l'événement, quand d'un coup ça apparaît devant nous, d'un coup, on est coupé en deux. Parce qu'on n'accepte pas d'être coupé en deux, là, de tomber à quatre pattes et de pleurer ce truc-là. On va dire, ça l'enculé, il faut le brûler. Et ça y est, c'est fini. Terminé. Le problème est à l'extérieur. Et puis il va se remanifester encore et encore et encore. On a créé aujourd'hui une société qui est basée exactement sur la même chose que le Troisième Reich. Exactement la même. Et tous les ans, aujourd'hui, on fait la commémoration. D'accord? Et on dit, ah, faut pas que ça se reproduise. Eh, oubliez, hein, ça se reproduit tous les jours. Tous les jours. Tout à l'heure, tu parlais des gaz. Tous les jours, il y a des animaux qu'on fout dans les abattoirs. On fait exactement pareil que les chambres à gaz. Exactement la même chose. Sauf que c'est vrai, hein, c'est des porcs et des vaches. Ce serait des chiens et des chats. Tout le monde dirait, voilà. Mais bon, après, oui, Non, mais c'est la question. vous comprenez cette émotion-là. Cette émotion. Quand vous êtes en train de bouffer votre steak avec votre chien à côté. Vous comprenez cette incohérence qu'il y a en nous? Cette incohérence-là. Est-ce que cette incohérence-là, elle dit qu'on est des mauvaises personnes? Est-ce que cette incohérence, elle dit qu'on est des enculés? Non. Mais quand en face, elle se manifeste, et qu'il y a un mec qui tue quelqu'un, qui écrase quelqu'un, ou qui fait je ne sais quelle connerie, au lieu de dire putain, regarde, si t'existais pas, je ressentirais pas ça, pourquoi on lui dit pas merci à la place? Pourquoi on lui dit pas merci? Et tu te rends compte, ça fait. Là, j'ai pas dit qu'il fallait lui dire merci à lui, hein. J'ai dit qu'il faut se dire merci à soi de la ressentir. Parce que de toute façon, lui, t'existe ou pas, il va la faire sa connerie. Non, mais tu fais 3 pas dans la rue, tu vois, des mecs en difficulté, tu fais que chialer toute la journée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. À un moment donné, si pour quelqu'un qui ressent vachement les émotions, c'est compliqué, quoi. Ben oui, ouais. Donc t'es hyper informé. Sans arrêt, Pleure ta solitude. Pleure quand tu vois des gens dans la rue, là. Tu sais ce que tu pleures? Tu pleures d'avoir peur d'être à leur place. Quand tu vois quelqu'un en fauteuil roulant, tu pleures d'avoir peur d'être à sa place. C'est ça, si tu ne regardes pas ça, bien sûr tu vas vouloir qu'ils disparaissent. Les fous, on les met à l'asile, les vieux, on les met à l'asile, et il n'y a pas de problème. On n'est plus confronté à la misère, à la souffrance et à la mort. C'est génial. Excuse-moi, je te coupe parce que du coup, moi ça me laisse à penser, on parle beaucoup d'à titre individuel, et je sais quelque part ce que tu vas me répondre à la question que je vais te poser, mais c'est pas grave. Le problème, c'est est-ce que la société nous laisse la place de ça? Est-ce que la société nous laisse la place d'être concrètement malheureux? Est-ce que la société nous laisse la place de déverser notre désespoir quand on est confronté à des choses émotionnelles? Je vais répondre quoi? Que la société, c'est un ensemble de nous, et qu'on est un tout, et que donc forcément... Et donc ce que tu penses de la société, de savoir si elle t'autorise ou pas, c'est toi qui t'autorise ou pas, la société, elle en a rien à foutre. La société n'existe que comment tu l'as créée, pas comme elle est. Oui mais non, oui mais non, parce que oui, dans la pensée spirituelle, etc., mais on est quand même pris, si tu veux, dans quelque chose de tous les jours qui nous empêche d'avoir ce recul-là. C'est ta responsabilité. Non, mais c'est pas, tu vois, regarde, là t'attends que l'extérieur mette en place les choses correctement pour que toi tu puisses ne pas... J'ai conscience de ce que tu dis. J'ai conscience de ce que tu dis. Tu sais ce que tu dis là? Tu dis, je me sens en prison de ne pas avoir le droit de pouvoir péter tranquille. D'accord? Et que les autres vont me dire, parce que tu sais, c'est posé dans ta famille, c'est posé sur la valeur travail. D'accord? Donc toi, pour pouvoir avoir le droit de te mettre en arrêt de travail ou de prendre des vacances, il faut que tu fasses une grippe carabinée. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai conscience de ce que tu dis. Donc ma dernière rupture, j'ai pris 2 semaines d'arrêt. Voilà, je l'ai fait parce que je pouvais pas, en plus je suis travailleur social, je pouvais pas... ta dernière rupture. Non mais c'est parce que tu peux faire semblant de ne pas être d'accord avec moi, on est d'accord. Hein. Bon, on peut jouer à ça toute la soirée si tu veux, mais comme il y a d'autres jours... Voilà, bon, mais tu vois ce que je veux dire, c'est parce que, comme, si tu veux, quand je vois quelque chose, c'est parce que je le sens, là, c'est chez moi. D'accord? Donc si je vois la valeur travail chez toi, c'est parce que comme la valeur travail, elle est très importante, dans ta question, est-ce que la société, tu es en train de me parler de ta valeur travail. Donc tu me parles du fait que nous devons servir à quelque chose, et c'est parce que nous devons servir à quelque chose que nous devons demander la permission aux autres, ou que les autres doivent nous permettre, pour qu'on n'ait pas besoin de demander la permission, de pouvoir péter tranquille 15 jours. Je me retrouve pas. Oui. Ça parle aux autres ou pas? Ça parle? Non?
Le travail, tout ça, oui, mais l'explication, je trouve pas. Non, pas pertinente. Pas dedans. Ouais. Le seul truc qui, moi, va me perturber effectivement par rapport à mon travail, c'est le fait d'être dans un accompagnement des personnes et que, du coup, tu te sens... Voilà, j'ai l'impression de les abandonner un peu. Mais c'est pas... alors qu'en fin de compte, elles trouvent leurs ressources par ce biais-là. Donc, c'est très bien. Mais c'est pas tout ce qui va autour, tu vois, de comment tu viens de citer le travail, l'aliénation, tout ça, au contraire. Mais tu t'aliènes avec ce que tu veux. Hein. Si c'est croire que tu es indispensable aux autres, bah, c'est de la valeur travail. Non, tu comprends? Je le crois pas, puisque je vous dis que justement, je vois bien que c'est des ressources, que c'est permettre aux personnes de trouver leurs ressources. Donc je ne crois pas du tout que je suis indispensable. Sinon, je n'aurais pas cette conscience-là de comprendre, de voir que ça permet aux personnes d'avoir leurs propres ressources. Mais c'est effectivement une forme de, comment te dire, tu te dis, c'est plus de la conscience. Justement, c'est ça. La conscience professionnelle, on veut bien faire son truc, on veut faire les choses bien pour que ça se passe bien pour l'organisme dans lequel on se passe, parce qu'on pense qu'on est une petite pièce dans l'engrenage et que si nous on tourne pas bien, tout le reste tourne pas bien. Ouais, mais Arthur, si tu veux, ça partira pas en débat. D'accord? Non, mais je sais, ça ne partira pas en débat, parce qu'après j'utilise des mots dans lesquels on peut ne pas se reconnaître, parce que ce ne sont que des mots et chacun utilise des mots différents. Ce que j'appelais valeur travail, c'est ce que tu viens de citer. Je suis d'accord avec toi, donc c'est que tu fais semblant de ne pas être d'accord avec moi. Mais t'as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Alors, après, pour rebondir sur ce qu'elle dit, Parle fort, s'il te plaît. Pour rebondir sur quelque chose quand elle t'a coupé, je sais plus ce que c'était. C'est pas grave, non mais t'inquiète, on va rebondir. Non, pour rebondir sur ce qu'elle disait, en fait, pareil, j'ai fait un arrêt de travail là, après, parce que après la personne la plus importante à s'occuper, à un moment donné, c'est soi. Oui. Et comment tu vas apporter un travail dans le paramédical aussi, et comment tu veux apporter un accompagnement de qualité pour des personnes si toi-même tu vas bien. Mais t'as vu, tu t'es dit, il faut bien s'occuper de soi à un moment donné. Oui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de prendre, un arrêt de travail, parce que justement, avant, on s'occupe tellement des autres. Oui, qu'on ne s'occupe pas de soi. Et tu vois, c'est pour ça que je disais qu'on crée son monde et son univers. Parce que quand on s'occupe des autres, c'est parce qu'on voudrait que les autres puissent s'occuper de nous à un moment donné. Et puis comme on voit que ça ne revient pas, parce qu'on est tous égoïstes, hein, tu ne l'as jamais fait pour l'autre, tu l'as fait parce que ça te valorise de le faire, et que tu vois que l'autre ne revient pas, donc là, à ce moment-là, tu es obligé de te dire, bon, bah maintenant je vais m'occuper de moi, et c'est là où ton égoïsme, il est bien posé, d'accord? C'est quand tu as compris que c'est toujours de toi qu'il s'agit. C'est toujours de toi que tu t'occupes. Quand tu crois que tu t'occupes de l'autre, tu es toujours en train de t'occuper que de toi. D'accord? Ça, c'est super difficile à accepter, surtout quand on est sur le triangle infernal de Cartman, on est posé sur le sauveur. On croit toujours qu'on est en train de faire des trucs pour les autres. Hein. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. D'accord? Et je sais que c'est difficile à entendre. Mais on ne se fait jamais passer après les autres. Jamais, jamais, jamais. On se fait toujours passer le premier. C'est la négation de ce truc-là. C'est parce qu'on ne veut pas le voir qu'on est en train de reprocher aux autres de ne pas nous le rendre. D'accord? Vas-y. Moi, souvent, on me dit que je suis individualiste, égoïste, alors que je suis quelqu'un à la base très généreux, une très grande bonté. Ouais. Et quand on me dit ça, ouais. En fait, je le prends pas mal. Je dis oui, je suis égoïste parce que je pense à moi d'abord, parce que si moi j'y pense pas, personne ne va y penser à ma place en fait. Ouais. Mais par contre, tu leur en veux quand ils te demandent d'être altruiste? Non. Non, d'accord. Parce que tu es les deux, d'accord? Bah, tu es égoïste et altruiste, hein, d'accord? C'est pas... Tu choisis pas, d'accord? On n'est pas grand ou petit, d'accord? On n'est pas gentil ou méchant, d'accord? On l'est en fonction d'eux. Si, moi, ma taille, s'il y a un mec qui est plus grand, je serai plus petit que lui par rapport à lui. Et s'il y en a un qui est plus petit, je serai plus grand que lui par rapport à l'autre, d'accord? Donc, je suis con par rapport à quelqu'un de plus intelligent. Je suis intelligent par rapport à quelqu'un de plus con. Je suis gentil par rapport à quelqu'un de plus méchant. Et je suis plus méchant par rapport à quelqu'un de gentil. D'accord? Et comme tout ça, ce n'est que relatif, on est toujours les deux, d'accord? On est égoïste et altruiste. Mais quand on veut être qu'une seule face de la pièce, quand on lutte, et c'est pour ça qu'on se sent coupable, pour revenir sur le thème, quand on lutte pour ne montrer qu'une seule face, de façon permanente aux autres, et que l'autre il est toujours en train de te ramener à oui mais il y a ça qui existe aussi, et que tu dis non, parce que ça c'est l'inconscient, d'accord?
Non, 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 moi je suis ce truc-là. Eh bien, plus tu dis moi je suis ce truc-là, plus ce qui se manifeste dans le monde, c'est celui-là. T'as compris? Toi tu dis je montre ça, et toi tu vois ça. Pour être gentil, d'accord? Bah, faut créer des méchants. Enfin, si tout le monde est gentil, t'es gentil par rapport à qui? Hein? Si tu veux être altruiste, il faut bien qu'il y ait des égoïstes. Donc évidemment, tu vas en voir partout. Hein. Ta mère la première, hein, d'accord? Mais tu te rends compte, elle pense même pas à moi pour mon anniversaire, machin. C'est la polarité. Ben oui, mais c'est les deux, d'accord? Dans un monde de dualité, l'un sert toujours l'autre. Dans une dynamique duel, hein, parce que je fais la différence entre duel et non-duel, dans une dynamique duel religieuse, il y a le bien et le mal, d'accord? Et l'un doit gagner. Normalement, c'est le bien. Dans une dynamique non-duel, le bien et le mal se complètent. D'accord? C'est le yin et le yang. C'est parce qu'ils tournent que d'un coup, les choses existent pour de vrai. D'accord? Si vous prenez d'un côté, vous avez le bien, d'accord? Vous avez l'amour, et de l'autre côté, vous avez la haine. D'accord? Si on prend l'ensemble des deux, comment vous appelez ça? Un bordel sans nom. Bah non, l'amour. C'est tout. Vous prenez les deux, c'est l'amour. Et tant qu'on n'a pas compris que c'était ça l'amour, eh ben on est toujours en train de demander aux autres de répondre à des trucs qu'on ne veut pas. Le côté, la nana qui vient me voir il y a quelques années en séance, et elle me dit j'ai un problème avec mon mari, j'aime bien la faire celle-là, mais c'en est une autre, mais elle fait la même. J'ai un problème, virgule, avec mon mari, donc tu as un problème. Et je lui dis c'est quoi votre problème? Bah c'est il boit. Ah oui c'est vrai, c'est un problème ça. Non mais ça vous coûte cher ou c'est pour son choix? Bah mais non, mais c'est pour lui. Bah non, c'est pas pour lui, c'est pour vous. Oui, bon d'accord, ok, c'est pour moi. Bon. Je lui dis, s'il arrête de boire, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as rencontré parce qu'il buvait. Tu l'as rencontré parce qu'il avait besoin de toi. Si d'un coup il n'a plus besoin de toi, tu fais quoi? Bah tu le quittes. T'as pas vraiment envie qu'il arrête, quoi. Oui, parce que si lui, il progresse, si lui, il prend conscience sur quoi est posée sa dynamique masochiste dans laquelle il se sent malheureux, quand l'autre il va mieux, bah toi qui as besoin qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de toi, bah où est-ce que tu vas? À quoi tu sers? Bah plus rien, tu perds complètement tes repères. Il va bien falloir que tu regardes un petit peu le manipulateur chez toi, qui veut pas qu'il boive, mais qui va quand même acheter une bouteille de vin quand elle va faire ses courses. Tu vois le truc? Mais j'ai pas compris. Parce qu'elle voulait pas qu'il arrête de boire. Bien sûr. Mais elle lui a acheté encore à boire, c'est ça que tu dis? Bah bien sûr, parce que s'il n'a pas à boire, il casse tout dans la baraque. T'as compris le... Lui aussi la manipule avec ça en fait. Quoi. Ouais, mais tout le monde manipule tout le monde. C'est que tout le monde est très très content finalement d'être dans ce système-là. Sauf que on pose notre insatisfaction sur le fait que l'autre il n'est pas assez bien. On l'a rencontré pour pouvoir l'améliorer. Bah, évidemment, puisque nous on a besoin d'être améliorés. Nous avons besoin de prendre conscience qu'on est en train d'essayer de sauver papa et que c'est pas papa qui est en face puisque tu couches avec. Mais donc comment elle fait du coup pour faire évoluer son mari si elle... Ah mais elle a pas à le faire évoluer. Elle n'a pas à le faire évoluer. On ne peut sauver personne, on ne peut aider personne. On ne peut aider personne. Si tu rencontres quelqu'un qui va mal et que tu as envie d'être avec lui, c'est que tu vas mal. Oui mais comment dire? C'est quand tu prendras conscience de qu'est-ce qui va mal chez toi, que d'un coup tu donnes l'occasion à l'autre de dire bon bah maintenant moi j'ai plus besoin de toi, puisque j'ai vu où j'avais mal, maintenant toi tu as envie de changer quelque chose ou pas? Parce que si tu n'as pas envie, bah c'est pas grave, hein, mais je serai plus là. Tu comprends le truc? Je sais pas, je suis fatigué. Parce que quand tu montes en vibration et que tu as pris conscience de ta névrose, alors on en a plein, d'accord, on n'a rien réglé, hein, je vous ai dit, c'est quand on n'a plus de tout qu'on a fini. Mais quand ce qui vous a permis, ce qui vous a donné envie de rencontrer l'autre, ce sur quoi vous aviez besoin de vous brancher pour pouvoir aller vous regarder, quand ce truc-là, il est réglé, bah, l'autre, le mécanisme qui faisait que vous pouviez vous engueuler toutes les semaines avec, il disparaît. T'as pas forcément rencontré l'autre quand il était dans ce schéma. Tu l'as peut-être rencontré, tout allait bien, et puis un jour il y a eu un drame, et un jour il se met à boire, et toi t'es là, quoi. Ouais. Tu sais, la première pierre que tu poses sur une relation, c'est il me manque quelque chose. Pour être heureuse, ou pour être heureux, il me manque quelque chose.
mais c'est très pessimiste comme vision des choses quand même, parce que... Ça, c'est toi qui dis que c'est pessimiste. Mais bien sûr, c'est moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Moi, c'est objectif. Moi, c'est objectif. Moi, c'est objectif. Toi, t'es pessimiste, moi, je suis objectif. Comme je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'objectivité, je suis subjectif, et ma subjectivité-là, moi, je la pose pas comme quelque chose de pessimiste. Je la pose comme une réalité que j'observe chez moi, et parce que je l'ai vue chez moi, je la vois à chaque fois que quelqu'un se rencontre, la plupart du temps, il va le poser sur le manche. C'est ce que j'observe, moi, mais c'est moi. D'accord? Bah, moi, j'ai observé la même chose, et c'est ce que moi j'ai observé qui aussi me permet de dire, avec mon propre jugement de valeur, que c'est des pessimistes des choses, parce que j'ai aussi vu des amours qui sont de l'ordre de l'inconditionnel, ça veut dire des gens qui sont sereins et qui sont entiers et qui sont, on va dire, équilibrés, et qui juste rencontrent une personne qui ont la même équilibre, qui ont la même sérénité, la même zone de confort, etc. Et que du coup, ça ne va pas être un amour qui va venir combler quelque chose, ça va être juste deux êtres qui vont s'accompagner dans les moments de vie, sans forcément avoir à trouver des cases. Alors, si tu veux, si tu veux, là t'es posé sur le fantasme. Si tu veux, t'es posé sur... Mais peut-être un tout petit peu, parce que je suis très romancière aussi, tu vois, j'aime bien... Comment? Dans ce que tu dis, ça me sonne constamment avec le Alors, Alors, je vais vous faire un tout petit schéma alchimique, d'accord? Ça fait 25 ans que je bosse sur moi, et crois-moi bien que la pierre de manque, là, j'ai beau retirer les pierres pour la trouver, elle est toujours là, d'accord? Et pourtant, ça fait 25 ans que je bosse. Et je sais t'as vu, je suis capable de dire 2-3 conneries, j'ai 2-3 trucs un peu pertinents dans ma sacoche pour pouvoir vous dire que c'est moi qui ai raison. Et pourtant, la pierre de manque, elle est là, d'accord? Et j'ai fait un travail. Le travail qu'on appelle un travail alchimique, c'est l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Toi, tu me parles d'être arrivé au bout du chemin, c'est-à-dire que je me sens totalement complet, je me sens heureux et serein d'être moi, et j'ai pas de problème, et je vais rencontrer quelqu'un qui est heureux et serein d'être lui. Il a 70 ans minimum. D'accord? Bon. Non mais en dessous, tu es en train de bosser le truc. Je te jure, en dessous, tu es en train de bosser le truc. Alors après, je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui mentent bien. Et qu'on n'ait pas envie de les croire. Ok? Bon. Mais ils mentent bien. Maintenant, laisse-leur 6 mois et tu vas voir. Ok? Non, c'est tristement réaliste. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est piégeant, quand on regarde le truc comme il est, ce qui est piégeant, c'est que quand tu cherches à rencontrer quelqu'un, tu trouves personne. C'est au moment où tu lâches prise. Et c'est là où l'autre d'un coup il vient. D'accord? Et bien au moment où tu lâches prise, il vient. Quand il vient, tu l'attrapes. Ça y est, tu tiens, c'est mort. Ta pierre de manque, elle est là. T'as compris? Bah ouais, c'est pour ça que t'as raison, Mais t'as séquencé suffisamment bien pour avoir raison. Mais est-ce que c'est qu'une pierre de manque? Oh. La question, en fait, ça veut dire que n'importe quelle personne en fait, que tu vas rencontrer dans ta vie, ça veut dire en fait qu'elle m'apporte quelque chose même si je le vois pas. Enfin, qu'elle manque. Enfin, toujours. C'est inconscient. Si tu rencontres... C'est toujours inconscient en fait. Ah oui, c'est à toi de le voir. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, t'as 25% de toi que tu connais. T'as 25% de toi que tu connais. Et tous les gens que tu vas rencontrer, t'apporter 75% que tu connais pas. Qui viennent t'apporter un bisou ou une claque. C'est pareil. D'accord? Si toi, t'as besoin de comprendre les trucs dans la violence, tu vas avoir des relations violentes. Si tu as suffisamment d'amour pour toi et que tu acceptes de recevoir les cadeaux quand ils sont là, au bout d'un moment, ils vont venir comme des caresses. Mais la plupart du temps, comme on est assez psychorigide, c'est-à-dire que pour pouvoir faire évoluer notre système, on aime bien quand on sait. Je prévois des stages tous les mois sur le chemin de Compostelle, d'accord? De Saint-Guilhem-le-Désert, là à côté, à 50 bornes d'ici, de Saint-Guilhem à Saint-Jean-de-la-Blaquière, et le lendemain, Saint-Jean-de-la-Blaquière, retour Saint-Guilhem-le-Désert. Ça permet d'aller faire le chemin dans un sens et dans l'autre. On se rend bien compte, je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs, par rapport à ton truc. Cette souffrance que l'on peut ressentir en marchant est absolument incroyable. Mais comme c'est toi qui as choisi d'y aller, et que le premier village il a 25 bornes, quand on a fait 10, tu dis putain j'en peux plus, tu sais qu'il t'en reste 14 à faire, t'as pas le choix, d'accord? Là tu peux regarder que comme tu es tout seul dans ta tête en train de te dire putain merde pourquoi j'ai fait ça, où est-ce que je suis, machin, tu te rends compte que tu étais tout seul à avoir le problème, d'accord?
Sinon, on va croire, je me suis perdu dans ce que je disais, là, j'ai fait fou. Sinon, on croit toujours que c'est l'autre qui nous a emmenés à l'endroit où on n'avait pas envie d'aller. Ouais, je suis con ce jour d'avoir organisé sa randonnée. Bah ouais. Mais c'est important, et puis ensuite, après, on fait le chemin en marche arrière. Pour revenir sur ton truc avec l'alchimie, l'œuvre noire, c'est quand on va vraiment aller regarder son caca. On va aller vraiment regarder là ce qui se passe en nous et regarder à quel point on se sent coupable, à quel point on est conditionné, à quel point on aime faire plaisir aux autres, à quel point on a peur d'être nous-mêmes. Et ça peut prendre quelques années. Il y a des gens qui n'en sortent jamais parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont sur ce chemin-là. Au moment où l'œuvre blanc arrive, c'est au moment où quand une merde nous arrive, on dit « Ah, une expérience, je vais quand même pouvoir réussir à me connaître un petit peu plus ». Là, on est dans l'œuvre blanc parce que là, d'un coup, cette espèce d'optimisme que tout le monde met sur des petits panneaux sur Facebook, qui ne comprend pas ce qu'ils disent, là, d'un coup, ça devient vrai, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de vouloir des petits cœurs pour pas qu'on voit la haine qu'on a en nous. Hein. Parce que quand quelqu'un met des petits cœurs, si je lui mets un petit commentaire un peu dégueulasse, genre en mode tu veux pas te regarder, clac, tu fais blacklister. Alors moi, je me dis, il est où l'amour, tu vois? Bref. Mettez-moi des petits cœurs que je vois pas à quel point je me hais, quoi. Quand on commence à être content que l'autre nous mette dans la gueule qui on est, et qu'on est vraiment heureux de ce truc-là, là commence l'œuvre blanc. Et quand on est dans l'œuvre blanc, là, à ce moment-là, on commence à maîtriser les choses. Donc on commence à avoir des intuitions qui commencent à venir. On commence à les percevoir derrière les mots. On commence à percevoir le verbe. On commence à percevoir la vibration. Et j'ai plus besoin de vous parler de son beau-père pour que vous puissiez contacter des émotions que on serait tous capables de les avoir sans forcément aller voir du trash et du lourd tout le temps. Et quand on est dans ce truc-là et qu'on est d'accord pour avoir ces émotions-là, après peut-être que dans l'œuvre rouge, on peut commencer à maîtriser la matière, à faire apparaître ou disparaître des trucs. Mais moi, je vous parle de ça, c'est de façon théorique, je n'y suis pas. D'accord? Mais c'est posé sur une envie de pouvoir, hein, d'accord? Hein, c'est pas beau, hein? Mais le pouvoir, on ne peut l'avoir que quand il y a l'humilité qui va avec. Sinon, comme c'est une science hermétique, comme l'univers est crypté, la seule façon de pouvoir décrypter le truc, c'est de bosser beaucoup, et pas vouloir gagner sans avoir à bosser. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a qui cherchent l'œuvre rouge à travers le mal. Puisque finalement ils ont conclu que c'était finalement plus rapide, plus facile d'aller, je sais pas. C'est pas, alors ça dépend, le mal après. Entre guillemets, non, mais ce qu'on appelle le mal. La destruction, les messes noires, enfin qui croient, on dit. Ouais, mais faut imaginer. Il faut bien imaginer que la vie, il faut bien comprendre et imaginer que la vie ce n'est pas Hollywood. La vie ce n'est pas Hollywood. Hollywood, pour que le film puisse durer 1h30, il y a besoin d'un méchant et d'un gentil. Il faut qu'ils se combattent et à la fin il faut que le gentil gagne. D'accord? Dans la vie de tous les jours, quand moi je suis le gentil et qu'en face j'ai créé un méchant, dans son système à lui, dans son film, dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il imagine, dans ce qu'il croit, c'est moi le méchant. Ok? Et dans son système, il a raison. Dans son système, si je suis le pire des enculés, il aura la preuve que je suis le pire des enculés. Et ça ne sert à rien de lui expliquer que c'est lui qui a tort, parce qu'il a raison. Dans son système. Maintenant, le fait qu'il ait raison, si ça le rend heureux, bah c'est cool. Par contre, si ça le rend pas heureux, bah c'est con de vouloir avoir raison. Georges, dis-moi, il y a une œuvre où t'as pas de culpabilité, où tu prends pas des claques tout le temps, où t'es comme un petit peu imperméable? Bah, alors, imperméable, c'est en contradiction totale avec le être coupé en deux par l'émotion. Il n'y a pas de culpabilité. Je repars avec mon petit pouls, d'accord? Quand il n'y a plus de pouls, c'est que c'est fini, d'accord? Tant qu'il y a du pouls, normalement, il y a de la culpabilité. Et le but n'est pas de vouloir dire je suis responsable. Un jour, j'ai fait un stage qui s'appelait, c'était pour passer, qui s'appelait
passer de l'objet au sujet. Donc arrêtez de considérer les autres comme des objets, hein, de désir, de convoitise, de machin, et de les considérer vraiment comme un sujet. Et ce qui était très drôle, c'est qu'ils se sont dit « Oh, c'est génial, j'ai trouvé des bons trucs à dire, hein, donc je vais considérer l'autre comme un sujet. » Non, là tu l'as appelé sujet, mais tu le considères toujours comme un objet. Donc tu as posé le bon mot dessus, mais pas le bon comportement, d'accord? Et me dit « Mais alors comment on fait ?» Eh ben, accepte de regarder, et de garder le mot, et d'accepter que là, tu es en train d'objecter l'autre. C'est un objet, tu veux t'en servir, tu veux qu'il se parler avec toi, tu veux qu'il te serve, qu'il te rassure, machin. Il n'est absolument pas le sujet de sa propre vie. Il est ton bras armé, il est ce que tu veux, mais c'est pas le sujet de sa vie. Tu es en train de croire que toi, tu as raison pour toi et pour lui. Tu vois? Donc on ne peut pas passer à côté de la culpabilité. Il faut la regarder au fur et à mesure qu'elle est là. Il faut regarder et dire tiens là je me sens coupable. Quand à un moment donné tu dis là je me sens pas coupable, demande-toi où c'est que tu veux pas regarder. Je te jure, c'est parce qu'il y en a des pelles et des pelles et des pelles et des pelles à retirer, des pelles. Et en plus, le pire hein, c'est que quand tu as fini de retirer un truc et qu'il n'y a plus de culpabilité à cet endroit-là, si tu veux, on te propose d'aller regarder ailleurs pour en retirer encore et puis encore et puis encore. Et si tu t'arrêtes jamais, tu vois ce que je veux dire? Donc quand il y a un moment donné où tu as enlevé la culpabilité à un endroit, on va te demander soit de creuser plus profondément, soit de creuser ailleurs. Mais ça s'arrête jamais. Essaye de te retrouver. Ça devient de plus en plus facile. Et ça devient de plus en plus facile. Ça ne s'arrête jamais, mais ça devient de plus en plus facile. C'est ça. Le but, c'est que ça devienne de plus en plus facile. C'est de plus en plus dégueulasse, mais de plus en plus facile. C'est le paradoxe. Dis-moi. Je sais plus ce que je voulais dire du coup, parce que j'ai suivi. Non, c'était... Non, je sais plus. Oui, si. Merci d'attendre. En gros, donc, est-ce que pour voir l'autre comme un sujet, il faut qu'on devienne son objet? Non, il faut que tu deviennes le sujet de ta propre existence. C'est quand tu comprends que tu es toujours en train de vouloir faire plaisir aux autres et que donc toi tu te considères comme un objet, c'est à ce moment-là que tu comprends que l'autre, tu le considères comme un objet. C'est-à-dire que c'est toujours un rapport intérieur-extérieur qui est identique. Pendant de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de travail de compréhension de l'univers, du monde, de machin. Enfin, j'ai fait des trucs absolument improbables. Et je ne comprenais pas le décalage qu'il y avait entre ce que je ressentais à l'intérieur et ce que je voyais à l'extérieur. Je me disais, je comprends pas, je suis tellement plein d'amour, et à l'extérieur, il y a tellement plein de haine. Et un jour, j'ai vu que j'avais de la haine dedans. Et qu'il y avait de l'amour à l'extérieur. Et le jour où j'ai vu qu'il y avait la haine dedans, j'ai vu que la haine dehors, c'était la mienne. Et ben d'un coup, pouf, ça disparaît. Alors, pas tout, hein, les trucs que j'ai vus. Oui, Dieu. Mais du coup, en fait, pour être sujet à deux, et non pas objet, là, il faut avoir une capacité à se penser pluriel, c'est ça? C'est-à-dire à pas être... comment dire? À se dire que moi, je suis un corps, mais comment dire... où c'est plusieurs choses qui fonctionnent en même temps. Ouais, mais là, tu moulines, si tu veux. Il y a un petit vélo dans ta tête, et là, tu fais le tour de la roue. Et ça sert à rien parce que tu es en train de te demander quel est le bon comportement pour être quelqu'un de bien. Et là, bah bien sûr. Bah oui, non, mais d'accord, mais c'est posé là-dessus. C'est-à-dire que parce que tu ne veux pas te sentir coupable, donc tu veux être sûr de faire tout bien, et quand l'autre, à la fin, elle va quand même te dire t'es qu'un gros con, tu t'es mal comporté, tu dis regarde, c'est pas possible. Attends, par rapport à mon petit carnet, là, normalement, j'avais bon, quoi. Enfin, tu peux pas me le reprocher. J'ai même été voir des conférences, il y avait Georges, il m'a dit le truc, là, tu vois. Mais c'est pas ça que... Donc normalement, c'est toi. Donc normalement, j'ai bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, mais ça sert à rien. Je veux dire, si elle doit considérer que ton comportement, tu t'en as fait un objet, ou toi, tu sais, moi là où j'adore me surprendre, c'est quand à un moment je crois faire bien, que d'un coup l'autre me dit non, et que d'un coup je me dis ah putain ouais, sinon c'est elle qui a raison. Et là je me dis ah c'est dégueulasse. Mais là au moment où je le vois, ce truc dégueulasse, d'un coup ça s'arrête. Hein. D'accord? Parce que je me suis crevé, je me suis fait rire de moi-même. Tant que j'ai peur de me faire rire de moi-même, je vais prendre ça au sérieux, quoi. D'accord? Tout va être grave. Tout va être absolument grave. Dès que d'un coup je joue à cache-cache, et ce que je veux c'est me trouver, plutôt que d'arrêter que les autres ne me trouvent pas, d'accord? Parce que vous avez vu le cerveau là comme il tourne, hein, d'accord?
On est en train de se refaire le cinéma, il t'est arrivé un truc. Il y a un mec qui t'a fait une queue de poisson en bagnole. Et toi, une fois qu'il t'a fait la queue de poisson, pendant une demi-heure dans ta bagnole, tu es là en train de te refaire le film pour que quand tu sors de ta bagnole, le premier pote que tu rencontres, tu puisses raconter un truc de série B. Tu veux le jouer, tu veux le mimer et tout. Hein. Tu veux être le héros de ton film. Hein. Si ça se trouve, le mec qui t'a pas vu. Si ça se trouve, sa femme est en train de coucher sur la banquette arrière. On n'en sait rien. Mais tu veux être le héros de ton film. Là. Alors attends, tu m'as dit que l'heure elle était là? Ouais, ça va, c'est bien. Est-ce qu'il y a une question après on arrête? Non, c'est bon. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Merci Jean. Merci à vous. Merci.